Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Quel avenir pour les musiques du terroir au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. La fête de la musique a été célébrée le 21 juin dernier dans le monde. Ici au Mali, chaque ethnie a son répertoire musical. Ainsi, toutes les barrières linguistiques sont brisées au profit des belles mélodies. Certains acteurs déplorent aujourd'hui le fait que les musiques du terroir soient délaissées au profit des airs musicaux dites modernes. Une réalité qui rend la consommation et l'exportation de notre art difficile selon ces derniers. Quelles sont les difficultés qui minent le secteur au Mali? On en parle aujourd'hui avec Barou Diallo, il est musicien, il nous rejoindra au cours de l'émission. Youssouf Kone est journaliste culturel, Djenebou Sidibé est organisatrice d'événements culturels. Moi je suis Mariam Koulibaly, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Youssouf Kone, quel est votre regard sur la musique malienne aujourd'hui? Question très très vaste, parce que si on tient compte de ce que la musique malienne est devenue, on se rend compte qu'effectivement il y a une évolution. Si on la regarde de manière diversifiée, il y a pas mal d'angles, de nouveaux arts qui se créent au sein de la musique. Si je prends le cas de la musique urbaine, qui inclut non seulement le rap, mais aussi tout ce qui est R&B, l'afro-mandingue qui sont de nouveaux styles. Voilà, aujourd'hui, on a une musique malienne qui, comme tu l'as dit à l'entrée, c'est au-delà de la musique traditionnelle mandingue qu'on connaît avec les Bazoumana, les Fanta Demba et tout ça. Aujourd'hui, on a une musique qui est de plus en plus diversifiée, avec de nouveaux styles, de nouveaux acteurs qui arrivent. Et il y a 10-15 ans en arrière, on ne parlait pas, par exemple, de la drill ou de la trap. C'est un nouveau style de musique qui commence à s'imposer. Donc il y a une évolution qui est constante, voilà, en même temps que le monde évolue. Donc la musique malienne essaie, tant qu'elle peut, de pouvoir s'adapter à ce qui se passe ailleurs. Donc de manière générale, je pense qu'il y a une évolution qui suit le goût du monde, ce que le monde impose. Voilà. Alors, Djenebou Sidibé, qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire de la musique malienne? L'histoire de la musique malienne. Je pense que je n'ai pas oublié mes notions de base à l'école des arts. Moi, j'ai grandi avec la musique. Je ne suis pas musicienne, mais la petite histoire, c'est que j'ai grandi avec un père adoptif qui est ancré dans la musique, qui travaillait au Palais de la Culture, au groupe Bambeba National, qui faisait de la trompette et qui a travaillé là-bas jusqu'à la fin de sa vie. Donc, moi, j'ai Fodé Dambélé, il est très connu pour ceux qui fréquentaient à l'époque le Palais de la Culture, qui est mon papa adoptif, paix à son âme. Moi, j'ai grandi avec la musique. Chaque matin, je me réveillais, je vois mon père parce qu'il réparait les radios, les anciennes radios du quartier. C'était son passe-temps avec les anciens CD et tout. Sadio Camara de la Guinée, Kerfala Kanté, Salif Keita et Makouyate numéro 11. C'est des artistes avec lesquels j'ai grandi, et aussi sa première femme qui était Aïda Arbi, paix à son âme, qui est ma maman. Donc moi, j'ai grandi dans une atmosphère musicale. Donc du coup, ce que je connais de la musique malienne, je pense que c'est les rythmes mandingue, parce que mon père, il est malinké de Kita. Il écoutait beaucoup la musique mandingue, spécialement de la Guinée-Conakry et du Mali. Et aussi la musique du Nord, parce que la maman aussi, on va dire, elle était donc du coup, elle était du Nord. Donc moi, j'ai grandi un peu dans ces brassages culturels de musique. Donc du coup, c'est ce que je connais de la musique à la base, à l'état pur, parce que j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, j'ai étudié dans une école d'art qui est le conservatoire. Je n'ai pas fait la section musique. Moi, je suis réalisatrice photographe. Mais pendant toutes mes années d'études, j'étais avec les musiciens, que ce soit Youssouf, avec qui j'ai beaucoup fréquenté. J'avais des grands frères dans le quartier qui faisaient du rap. J'étais à un moment donné même un peu dans l'ère managing et tout. Et aussi avec Walaha, là où je travaille, je suis directrice de programme et qui parle de centre culturel. Nous avons des programmations artistiques, que ce soit des événements. Et nous avons l'un des plus grands festivals de musique et de cinéma. Donc je suis chaque jour confrontée à travailler avec les artistes, que ce soit pour leur programmation sur le festival. Et je propose aussi des artistes à d'autres festivals du Mali et aussi de la sous-région à travers des startups qui sont enregistrées chez nous à Walaha, en fait. Voilà un peu, on va dire, ce que je partage avec la musique, en fait. Donc, vous pensez, comme Youssouf Kone a eu à le dire, que la musique a évolué. Est-ce que vous pensez que la musique a évolué aujourd'hui?
Bon, ça dépend, comme Youssouf a dit, parce qu'un mot, ça dépend de sa définition littéraire et voilà, de sa définition dans le concept dans lequel, littérairement, quand on définit l'évolution sur la base de la littérature, oui, la musique malienne évolue parce que comme Youssouf ici connaît mieux que moi, parce qu'il est artiste, chanteur aussi, ce qu'il ne dit pas beaucoup, la musique évolue, il y a beaucoup de genres qui se sont créés, comme il a dit Afro-Trap, comme il a dit de R&B, voilà, donc beaucoup de choses se sont créées, mais je pense que la musique malienne reste, quelle qu'en soit l'évolution, beau et magique en fait. Mais cette évolution, la question que j'aimerais qu'on me pose, est-ce que cette évolution est-elle positive ou négative pour la musique malienne au jour d'aujourd'hui? Parce que je pense qu'on est en train de perdre beaucoup de notre culture, de cette diversité musicale avec cette évolution qui embrasse la culture de beaucoup d'autres horizons en fait. Donc voilà. vous la rejoignez sur ces propos, M. Koné? Bien évidemment, en partie. Bon, pour ce qui concerne la musique dans son essence, c'est de l'art. Et par définition, l'art, ça implique la création. Et quand on parle de création, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut mettre des barrières à la création? Moi, je suis toujours pour le fait qu'il faut, bien évidemment, qu'il y ait des bases. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vois, tout le monde peut se proclamer artiste et tout le monde a le droit, parce que la création, nul n'a le droit de dire ce que tu fais n'est pas de la création. Si pour moi, c'est de là, c'est de là. Tu vois. Donc, si on passe sur cette base-là aujourd'hui, ça fait que nous sommes dans un fourre-tout. Chacun fait ce qu'il veut. Et parfois, c'est un mélange qui fait qu'on ne sait pas qui est artiste et qui ne l'est pas. Donc, il y a un gros problème à ce niveau à élucider. Moi, je discute avec des amis qui la notion de l'art contemporain. Tu vois, ça, c'est une notion sur laquelle j'ai beaucoup de conflits avec des amis. Parce que je me dis, quand je prends le cas de quelqu'un qui se permet de faire un trait, un simple trait, si moi, je me lève et que je fais un trait simplement, et que je défends ça comme étant de l'art, est-ce que c'est de l'art? Tu vois? Donc, on est vraiment dans un truc où chacun fait ce qu'il veut et au final, on se retrouve dans une sorte de difficulté qui fait qu'on a du mal à définir l'art de manière générale. Tu vois? Et ce que Djenebou dit est intéressant concernant le fait que dans son évolution, la musique, malheureusement, s'est détériorée quand même un tout petit peu. Parce que, bon, je ne suis pas très bon en Bamananga, mais je crois que les anciens le disent, donc les mandis, tu vois? Donc, ça a tout son sens, quoi. À la base, la musique, si on doit parler seulement de musique qui est l'objet de notre présence, effectivement, il y a quand même malheureusement beaucoup de dérapages. Il y a beaucoup de dérapages. Le Mali et les États-Unis, c'est différent. Il y a des choses qu'on peut permettre aux États-Unis. Est-ce qu'on doit les permettre au Mali? Est-ce que c'est propre aux valeurs du Mali? Est-ce que le Mali a atteint un stade qui lui permet de s'amuser à un certain point? Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte. Et puis, oui, il faut créer. Mais je pense qu'il faut quand même des bases qui s'adaptent au contexte du pays. Voilà, ça fait qu'on se retrouve dans quelque chose au sein duquel tout le monde a quand même un point de repère, c'est le plus important. Donc oui, je rejoins Zenabou en partie sur le fait qu'effectivement la musique, malheureusement, avec l'évolution, connaît beaucoup de dérapages, mais c'est de l'art. Et si on part du principe que la création, on est libre de créer comme on veut, voilà. L'art aussi, c'est ça, c'est transcender les limites. Est-ce qu'on va dire que la musique est forcément liée aux castes, aux ethnies, ou bien la musique, tout le monde peut se le permettre de nos jours? Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde peut se le permettre. Mais à une certaine époque, ce n'était pas le cas, c'était réservé qu'aux griots. Voilà, maintenant, aujourd'hui, quand on prend le cas de Salif n'est pas griot à la base, mais il chante. Vous voulez réagir, Djenebou? Je pense qu'il y a une petite confusion. Oui. En fait, le griotisme de Djelia, c'est différent de la musique. En fait, on peut chanter depuis la nuit des temps sans être djeli. Mais c'est le djelia, le fait que de prendre le micro, ça c'est pour les djeli. De faire l'éloge de l'autre, du noble, ça c'est le djeli. Mais si je me trompe, je parle sous contrôle de mon professeur du conservatoire, M. Massamou Diallo. Et en fait, un noble peut chanter depuis la nuit des temps, mais tu n'es pas griot. Oumou Sankare, par exemple, elle chante. Elle est du Wassoul, elle est de chez nous. Tu peux chanter, mais elle ne fait pas du griotisme, mais elle chante. C'est différent, en fait. Les djeli, eux, font l'éloge du noble. Les artistes, musiciens, tu peux chanter, mais tu ne fais pas l'éloge. Oumou Sankare, vous ne la verrez jamais dire « Solier », parce qu'elle n'est pas griot. Elle est chanteuse.
Donc, pour revenir, est-ce que tout le monde peut chanter? Ça dépend. Il ne faut pas oublier que nous venons d'un pays qui a une diversité culturelle énorme. Chaque localité du Mali a ses traditions, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, oui, tout le monde chante. Mais à la base, on ne parle même pas de djelia parce que ni moi ni Youssouf, on peut détailler ça parce qu'on n'est pas des djeli. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde se permet de chanter. Sinon, à la base, tout le monde ne chante pas. Je prends un exemple concret. Chez nous, dans le Wasolo, les gens ont tendance à taquiner les Wasolonga pour dire en Bambara c'est une histoire qui est connue partout dans le Mali. Les gens, depuis le temps de comment il s'appelle, Samori Touré, les gens nous taquinent avec ça. Et moi, quand je dis à quelqu'un, je viens de Wasolo, il dit ah, Wasolo konon. En fait, à Wasolo, c'est pas tout le monde qui chante. Moi, par exemple, dans ma famille, on est diffusé à des tribus. Nous, on est des Bassidibé. Je n'oserais jamais, quelle qu'en soit l'évolution, ça ne concerne que moi, du monde, quel qu'en soit que j'ai étudié dans les grandes écoles, je ne peux pas chanter parce que chez moi, dans ma famille, on ne chante pas. Les autres doivent chanter pour nous. Donc, du coup, moi, je ne peux pas chanter, que ce soit les mariages et tout. Chez nous, à Wasolo, la notion du griot, ça n'existe pas. Quelqu'un peut me contredire, mais nous, les Wasolonka, on ne connaît pas la notion du griot. Il n'y a pas le djelia chez nous. Chez nous, on a nos forgerons qui viennent pendant nos cérémonies traditionnelles. On leur confie ce qu'on a à dire aux autres et eux, ils transmettent le message pour nous. Moi, je ne peux pas chanter. Je me rappelle le jour où j'ai dit à ma famille biologique pour dire que je vais aller au Conservatoire des Arts. Quand tu dis art, entre guillemets, au Mali, les gens font beaucoup allusion à la musique. Moi, j'ai mon grand frère qui m'a dit, tu es malade? Depuis quand dans notre famille on ne chante pas. Parce que tu as vu Idriss, tonton Idriss qui chante, qui est un cousin à moi, mais qui n'est pas de notre famille, mais qui est un cousin lointain. Parce que ce n'est pas de la même famille. Je dis non, je vais aller faire le multimédia, c'est différent. Donc, tout le monde ne doit pas chanter. Mais comme Youssouf a dit, le monde évolue. Et on évolue avec le temps. Et quand le monde évolue, il y a beaucoup de sociétés qui laissent certaines pratiques traditionnelles, mais il y en a qui gardent ces valeurs-là. Chez nous encore, dans certaines familles à Wasolo, on garde encore ces valeurs. Chez moi, on ne chante pas. Malgré que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai grandi dans un environnement de musique et tout, mais biologiquement, je ne peux pas chanter parce que ça ne fait pas partie de nos traditions et de nos pratiques. Tradition, pratique. Je pense qu'on se rejoint. Hein, exactement. Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est-à-dire, parce que là, elle parle de Wasolonga, et ça, c'est très récent quand même, quoi. C'est cette histoire donc, que tu racontes, je crois l'avoir entendu également, et elle date peut-être de la colonisation, un truc comme ça, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des faits très récents. Et comme tu l'as dit, vous ne chantez pas. Donc, ça veut dire clairement qu'il y a ceux-là qui chantent et ceux-là qui ne chantent pas, comme je l'ai dit. Voilà, donc, si on doit citer les anciens d'une certaine époque, même Bazoumana, pour moi, c'est vraiment récent, quoi. Je te parle d'une époque vraiment avancée derrière, à l'époque de l'Empire du Mali, si tu veux. C'est difficile de trouver quelqu'un qui chantait et qui ne soit pas griot. Mais si on part de la base que tout le monde peut chanter, on aurait peut-être quand même eu de grands noms qui ne soient pas griots. Mais malheureusement, tous les grands noms qu'on connaît de la musique d'une certaine époque, c'est des griots. Donc, on part de cette base-là pour se dire que voilà, c'est un art qui a été en tout cas en partie très réservé aux griots. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas griots qui chantent, mais quand on dit musique au Mali, de manière traditionnelle, on pense tout de suite d'abord aux griots, quoi, je vais dire. Voilà. Non, là, je ne suis pas d'accord. Ça dépend des communautés. Chez les Mandingues, par exemple, vers Kita et tout, oui. En fait, le Mali, chez les nordistes, par exemple, c'est différent. Si tu vas vers le Mandé, vers Kaye et tout, c'est différent. En fait, depuis la nuit des temps, quand tu prends la musique folklorique, il y a des gens qui ont chanté dans les grandes cérémonies. Parce que ceux qui ont eu la chance d'être connus, on parle de ça c'est les médias et tout, c'est l'évolution, voilà. Mais la musique a toujours existé dans nos traditions. Comme le dit Amadou Ampateba, chacun de nous naît avec des sonorités. Le jour de nos naissances, c'est des musiques. Et ça a toujours été chanté par des gens qui ne sont pas griots. En fait, ce n'est pas dans toutes les localités du Mali que la notion du griotisme existe. Tu vois, par exemple, ce n'est pas dans toutes les localités, dans toutes les cultures. C'est vers un peu plus Kita, Kaye et tout. Et c'est eux qui ont été, le Mandé, qui ont été, comme Isbil a dit, quand tu prends, c'est qui ont eu la chance d'être en face des médias. Sinon, il y a des gens qui ont toujours chanté. Quand tu prends, par exemple,
à la base. Et beaucoup de chanteurs chez nous, que ce soit même pas dans le Ouassolo, dans le Mali, tu prends la musique pure, folklorique et tout, ils n'ont pas de nom de famille griot. Tu prends la dame, j'ai oublié son nom, Bakayoko, la vieille là, j'ai oublié son nom. Madame Bakayoko, par exemple. Elle n'est pas griot, elle est forgeron, elle est Bakayoko. Pour nous, par exemple, c'est les gens qui chantent pour nous. Ensuite de suite, il y a beaucoup de ça. Tu prends le Nord et par exemple, tu prends les Ayrarbi et tout, c'est pas des griots. Salif Keita, il y en a beaucoup. Salif Keita et tout. Même avant eux, depuis la nuit des temps, il y a des gens qui ont chanté. Non, c'est clair. On va pas des griots. Ce chapitre de qui peut chanter, qui ne peut pas chanter. Non, c'est un sujet très important. Oui, c'est un parce sujet que la musique, ça dépend des régions. On a un temps bien limité. On a un temps bien limité. Vous aviez dit dans vos propos, à l'entame de vos propos, que donc il m'a dit Akoro de Kadi en Bambara. Mais avant, qu'est-ce qui inspirait nos chanteurs? C'est leur quotidien, ce qu'ils voient autour d'eux, ce qui se passe dans la société. Voilà, au fait, les musiciens, enfin, j'ai pas de preuves. Ce que je vais dire, c'est pas, je ne me mets pas dans la pose du spécialiste en histoire musicale, mais même aujourd'hui, c'est les mêmes raisons qui sont avancées. Quand tu demandes à un artiste qu'est-ce qui l'inspire, il te dira non, c'est sa société, c'est tout ce qu'il vit, c'est les voyages, c'est les discussions avec les gens. Donc, ça a toujours été comme ça, au fait. On est inspiré par son quotidien, parce qu'on rencontre, parce qu'on apprend lors des discussions, par tout ce qu'on voit autour de nous. Donc, l'inspiration, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas de preuve que c'était comme ça à une certaine époque, mais je pense que c'est leur environnement, c'est ce qu'ils vivaient à l'époque, tout comme ce qu'on voit aujourd'hui. On vient de me signaler à la technique que M. Barou Diallo est au téléphone avec nous. Il vient de nous rejoindre. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, comment ça va? Vous étant musicien, qu'est-ce que vous retenez de l'histoire de la musique du Mali? Eh bien, je m'excuse d'abord de ne pas être présent. On a une cérémonie avec le ministère de la Culture au niveau du Palais de la Culture. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Qu'est-ce que vous retenez de l'histoire de la musique malienne? La musique malienne... Vos co-débatteurs ont eu à dire qu'aujourd'hui, la musique a eu à évoluer. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, je ne suis pas du même avis parce que pour moi, la musique n'a pas évolué. Et au contraire, on est en train de faire la musique du copier-coller. Et actuellement, dans le monde entier, quand on tourne, on ne voit pas les groupes du Mali parce qu'il nous manque vraiment l'originalité. Aujourd'hui, dans les enregistrements qui se passent, on est envahi par les beatmakers qui prennent des loops et des chansons déjà faites au Nigeria ou ailleurs. On essaie de faire la même musique chez nous. Et moi, je pense qu'on n'a pas encore développé notre culture. Ça, déjà, ce n'est pas une évolution? Selon vous, cela n'est pas une évolution? Non, pour moi, ce n'est pas une évolution parce qu'on ne joue pas à notre culture. Notre culture, on est tellement riche que la musique du Mali change même pas de village en village, mais de famille en famille. On est tellement riche en culture, qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? Donc notre musique est dénaturée aujourd'hui. Parce que moi-même, je ne me sens pas dans notre musique, l'actuelle musique. Donc c'est les morceaux du Nigeria avec des chansons d'amour, alors que l'artiste, en fait, est un conseiller qui conseille la population, qui envoie les gens vers le civisme, le bon comportement. Aujourd'hui, c'est autre chose. Moi, je suis plus riche que toi, je m'habille mieux que toi. Pour moi, ça n'éduque pas. Alors que le musicien est d'abord un éducateur. Pourquoi l'influence extérieure est autant présente ici? Parce que y a eu des stars de chez nous qui ont eu beaucoup de succès avec ça, et d'autres essaient de faire la même chose, mais tout le monde joue la même chose. En fait, écoutez la musique d'aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le high life, c'est la même chose qu'on retrouve dans chaque morceau. Tu écoutes tu as tout écouté. Alors que chez nous, ça change. Depuis Kaï, tu es dans le Dansa, tu vas dans le Manding, dans le Djaoura, à Kita, tu viens à Bamako, ça change, tu vas à Ségou, tu as le Djandigi, ainsi de suite, tu vas à Koutiala, et tu as le Corée, tu vas à Sikasso, tu as le Balafon. Je ne peux même pas citer. Il y en a trop. Tu vas à Koulikoro, il faut voir le style Madame Bagayogo dans le Bouzumbala.
Et tout cela a tendance à perdre. La génération qui est là aujourd'hui, si cette génération meurt, la musique, c'est fini. Je suis désolé, hein, je dis ce que je pense. C'est un cri de cœur, j'ai peur. Voilà. Alors, comment se faisaient avant les productions? Comment est-ce que les acteurs culturels, les chanteurs se produisaient? Comment on faisait pour les connaître avant? Déjà au niveau des villages, comment est-ce qu'ils se produisaient? Comment est-ce qu'ils manifestaient leurs arts? Bon, je ne suis pas une spécialiste en production parce que là, voilà, je ne suis pas productrice. Oui. Et voilà, je n'ai pas une maison de production. Je pense qu'il y a, si on avait des producteurs ici, ils pouvaient mieux en parler comme les gens qui ont affaire Tamani d'or et ainsi de suite. Mais en général, quand je vois un peu, quand je parcours le pays, quand je discute avec... parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde numérique et digital. Nous sommes en une génération 2.0. Donc, du coup, nous, on a la chance d'avoir TikTok, Instagram, Snap. Moi-même, je passe toute ma vie à faire des lives et à snapper tout ce que je fais. Donc, c'est très facile pour nous de se vendre, d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir vendre notre art. Auparavant, ce n'était pas facile. C'est là où je rejoins Isbit parce que là, auparavant, il y en a peu qui ont eu la chance de sortir leur tête de l'eau. Et ceux qui ont eu la chance de sortir leur tête de l'eau sont devenus des élites et ils sont devenus les stars. Mais il y en a qui n'ont jamais pu arriver à faire sortir leur tête de l'eau parce que c'était pas tout le monde qui avait accès à des producteurs et tout. Parce que les vrais talents, comme tonton Barou vient de dire, les vrais talents se trouvaient dans nos localités, dans nos communautés. Même aujourd'hui, la musique malienne n'a pas disparu à 100% aujourd'hui parce que quand tu descends dans ces communautés, comme moi je suis en voyage dans le Mali profond, je rencontre jusqu'au jour d'aujourd'hui dans les cérémonies traditionnelles encore des voix. Quand j'écoute, je suis... Voilà. Mais c'est juste qu'eux n'ont pas la chance de venir dans la capitale, malheureusement, qui leur donne des opportunités en fait. Donc auparavant, c'était très difficile. Donc il y avait peu de maisons de production et tout. Et il fallait que ceux qui ont la chance viennent dans la capitale ou qu'il y ait un événement comme les biennales et tout. Raison pour laquelle la biennale, c'est une super bonne chose parce que c'est là qu'on repérait, voilà, on repérait les vrais talents. Quand tu prends, par exemple, je prends un exemple, Tanti Ararbi, paix à son âme, elle a été repérée à travers biennale à Tombouctou. Et entre parenthèses, quand mon père il me dit que la première fois qu'elle a vu chanter au biennale, la voix de cette dame, tu ne pouvais pas t'en passer en fait. Donc, vous voyez, comme tu prends Kaï, la première où on a chanté Kaï, la dame a chanté Kaï Kasso. Donc, les biennales et tout, il y avait des biennales, des semaines culturelles, il y avait des activités dans les régions, dans les communautés, dans les fonds d'un village qui permettait de repérer des talents et après se retrouver dans la capitale pour des trucs régionaux ou bien dans les régions et tout. Donc c'était une manière de détecter des talents. Quelque chose malheureusement que je plaidoie en fait qui a disparu aujourd'hui. Ceux qui sont dans les communautés, ils n'ont pas accès à des producteurs et tout. Même aujourd'hui, avec l'évolution du numérique et tout, ils n'ont toujours pas accès parce que ce n'est pas dans toutes les localités qu'on a le réseau. Au XXIe siècle, en 2023, ce n'est pas dans toutes les régions du Mali que tu as même le signe pour pouvoir appeler. C'est triste. À plus forte raison, c'est connecté pour pouvoir vendre son art. Donc voilà un peu ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est tellement facile de se vendre, c'est tellement facile de s'exporter. Ça dépend de quelle stratégie de communication et par qui tu te fais entourer en fait. Mais comment c'était fait auparavant, je pense que là, Barou Diallo est mieux placé parce qu'il a eu à tourner avec les Arfarka Touré et d'autres personnes. Il sait comment ça se passait. Mais moi, je peux parler de notre génération, de l'ère du numérique, en étant chargé de communication, en étant un peu quelqu'un qui s'y connaît en communication digitale. Je peux parler de cet aspect, mais je ne peux pas parler de... Alors, voilà, monsieur Barou Diallo, rapidement, comment est-ce qu'on repérait avant les talents au niveau des communautés jusqu'au niveau national? Comment est-ce qu'on les repérait? Bon, en fait, moi, particulièrement, je suis instruit de la Biennale. Et on a fait la Biennale en tant que comédien, en tant que musicien. Et dans nos studios, il y avait la possibilité de se produire parce qu'il y avait les producteurs. Mais avec la piraterie qui sévit dans le pays, les producteurs ont baissé le bras. Et voilà, et aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Donc, chaque artiste s'autoproduit. Et beaucoup ne font pas ce live-là. Parce que ce live-là, c'était le nerf même de tous les spectacles du Mali. On a joué dans tous les festivals du Mali. Je me rappelle bien, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai appelé plusieurs artistes d'aujourd'hui à se produire sur ma scène, sur des festivals. Ces artistes m'ont carrément dit qu'ils ne peuvent pas faire le live, ils font
playback. L'artiste même est convaincu qu'il ne peut pas donner. Donc, pour faire le live, c'est autre chose. Et ces artistes, quand ils viennent au studio déjà, moi je travaille dans le studio, ils nous disent, voilà, vous avez l'autotune ou bien le typen effect ou quelque chose pour en fait accorder ma voix, parce qu'ils savent déjà qu'ils ne savent pas chanter. Donc ça, c'est un handicap. Et tout le monde sort aujourd'hui avec les accordeurs. Nous, on se fatigue en studio à travailler leur voix, à accorder leurs instruments, et ils pensent qu'ils peuvent donner. Si tu les mets sur la scène, c'est... Je ne sais pas comment le dire. Ils ne peuvent pas. Moi, j'ai eu beaucoup d'artistes que j'ai invités. J'ai dit, s'il vous plaît, venez, on a besoin de vous sur une scène là et là. Carrément, ils disent, je ne peux pas faire de live. Parce que je ne peux pas faire, je ne peux pas chanter en direct. Je risque de faire un drap. Donc, moi, je pense avant de donner la parole à l'ordinateur aujourd'hui tue la musique. Avant de donner la parole à Youssouf Koné, on va déjà écouter un reportage de Oumar Ouegalo qu'il a eu à réaliser avec quelques acteurs culturels, et puis on revient dans le studio. Ces dernières années, les pays assistent à une explosion d'artistes. Ces chanteurs font des différents genres musicaux, mais ils ont des difficultés d'avoir la visibilité sur la scène internationale. Pour Fousseni Sissoko, journaliste culturel, cette situation s'explique par la mauvaise organisation des artistes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de faire de la musique, il ne s'agit pas seulement de chanter. Il faut avoir une organisation autour de toi. Un artiste doit avoir un manager, un staff complet. C'est facile de chanter, mais si tu n'as pas quelqu'un qui peut faire la promotion de ta musique ne peut aller nulle part. Cheikh Sirema Sissoko, chanteur et griot, reconnaît cette difficulté. Il déplore les manques de moyens financiers pour que les clips soient visibles sur toutes les plateformes. S'il faut exploiter ta vidéo, ton clip, il faut dépenser beaucoup d'argent. Puis les musiques qui sont en train de promouvoir, ce n'est pas les arts musicaux que les Maliens font. Selon les acteurs culturels, les managers et le staff ont un rôle important à jouer dans la carrière musicale d'un artiste. Les managers de leur côté dénoncent les manques de considération de la part des artistes. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux chanteurs maliens? Qu'est-ce qui leur manque? Moi, je pense que déjà, si on regarde un peu l'évolution, comme Zena Bourana parlait tout à l'heure avec notamment Internet, c'est vrai que plus la musique s'est démocratisée et malheureusement, ça a créé un désordre. C'est-à-dire, ce qui manque au Mali, c'est vraiment l'aspect structuration. C'est ce qui manque vraiment. Par exemple, si on va un peu en arrière, déjà le premier média qui a émis au Mali en termes de distribution musicale, c'est la Radio Soudan. Ça, c'est vraiment avant la indépendance. On te parle de 1957 à 1960, je crois, durant 3 ans, la radio a émis. Et après, c'était la Radio nationale du Mali. Mais je pense que la musique a eu quand même un passé un peu glorieux quand même au Mali, si je peux le dire ainsi, avec l'avènement des systèmes de distribution comme la société Mali Cassette. On était encore tout petit, mais on voyait sur les cassettes, c'était écrit Mali Cassette, et aussi Camara Production, qui sont des... Voilà, avec les années 95, 16 comme ça, la plupart des cassettes là, jusqu'aujourd'hui on peut remarquer là-dessus, c'est écrit Mali Cassette, etc. Donc, je pense que c'était une époque quand même assez intéressante, parce que même dans les endroits les plus reculés, pour moi qui suis né en Côte d'Ivoire, je me souviens très bien, on était dans un village, mais il y avait quand même le gars qui vendait les cassettes là comme ça, et c'était toujours à jour un morceau un album de Ramata Diakité qui sort, on l'a. Tu vois, de Tata Diakité, on l'a, de Oumou Sangari, on l'a. C'était vraiment... donc, c'était quand même structuré, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que le truc a évolué, mais les artistes ne gagnent pas. Alors qu'à cette époque-là, avec ce système de vente-là qui était quand même très structuré, avec des cassettes qui sortaient et aussi le public qui consommait. Tu vois un groupe comme Tatapone qui a vendu plus de 100 000 cassettes, c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, Tatapone, c'est difficile de vendre ça. Voici des artistes très connus au Mali, des artistes du moment. Je vais citer Sidiki. Si on veut parler de chiffres de vente de Sidiki en cassette, on parle là de combien? C'est une question que je pose. On parle plus de vues que de ventes. De vues que de ventes. Oui. Tu vois? Donc, avec l'arrivée de YouTube, de iTunes et tout ça, on écoute, mais est-ce que l'argent rentre comme il faut? Il y a ce gros souci-là. Donc, la musique a été très démocratisée, c'est vrai, ce qui n'est pas un mal en soi. Mais en même temps, je pense qu'il faut surtout travailler sur le système de rentabilité. C'est là que le travail doit être évolué. Parce qu'avec Mali Cassette, qui pour moi est un exemple vraiment intéressant, les artistes gagnaient quelque chose quand même. Tu vends 100 000 cassettes, ça va quoi.
100 000 cassettes, c'est pas mal. Le premier album de Oumou Sangaré qui est sorti en 89 ou 88, si je ne m'abuse, Moussolou, ça s'est vendu. Ça s'est très bien vendu. Et Na de Ramata Diakité, que j'adorais. Ouais, tu vois, c'est des choses que je n'ai pas encore oubliées parce que ma mère achetait beaucoup. Je pense que cette passion-là, c'est de ma mère que je la tiens. Tu vois. Elle achetait beaucoup ces cassettes-là. Et donc, il y a pas mal de souvenirs comme ça qui me reviennent en tête. Mais ça se vendait bien. Ça se vendait bien. Donc, le gros problème, c'est vraiment le fait que le milieu, malheureusement, n'est pas structuré. Alors qu'avec l'avènement d'Internet, aux États-Unis et en France, il y a quand même la structuration. Ils ont réussi à adapter la réalité du moment à ce que le système impose, c'est-à-dire le numérique. Même pour ce qui concerne la vente des cassettes, etc. Même sur Internet, on peut vendre. Donc, c'est un système. On peut vendre sur les plateformes. Il y a des gens qui vendent que sur Internet. On te dit qu'il a vendu 500 000 albums. Ça s'achète. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité au Mali de voir comment est-ce que c'est... Il y a déjà, je crois, Ampi qui fait un formidable travail dans ce sens-là, qui a vendu, je crois, avec BG de Calibre 27. Voilà, beaucoup de... Donc, voilà, il y a vraiment des trucs comme ça qu'il faut exploiter. Voir s'il y a possibilité de mettre le système de distribution, de vente au goût du jour. Djenebou Sidibé, est-ce que vous pensez que la musique malienne est assez consommée et assez exportée aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est consommé. Quand on parle de consommation, c'est très consommé partout dans le monde aujourd'hui. On consomme la musique malienne. Moi, je suis beaucoup plus dans la positivité. Et les jeunes artistes d'aujourd'hui, je ne veux pas parler de la qualité de travail. Tonton Barou va me taper. Mais quand on parle de consommation, partout, tu vas en Guinée, tu vas en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les artistes qui sont à la mode, c'est les jeunes artistes maliens qui sont écoutés aujourd'hui à travers les chansons d'amour et tout. Donc, ils sont vraiment consommés. Avec les réseaux sociaux, TikTok et tout, ils sont consommés. Quand on parle de consommation, ils sont vraiment consommés, ils sont écoutés. Comme Isbil dit, on parle de vues aujourd'hui. Les jeunes artistes maliens, à une seule journée, il y en a qui font 700 vues. Il y a des artistes à une semaine qui font des millions de vues. On en a vu ici, c'est énorme ça. 1 million de vues quand même. Mais s'exporter au jour d'aujourd'hui, c'est là que la question se pose. Parce qu'on est dans un monde où tout n'est pas, on va dire entre guillemets, tout n'est pas perdu. Il y a toujours des gens qui veulent de la qualité. Vu qu'au jour d'aujourd'hui, il y a cette qualité qui est en train de disparaître, peu n'arrivent pas à s'exporter. Parce que tu peux faire de la musique, tu peux créer du buzz, tu peux avoir beaucoup de vues, mais si ce n'est pas bon, des vrais acteurs de la culture ne vont pas t'approcher. Parce que consommer, ça c'est nous autres qui écoutons sur les TikTok et tout, et voilà, avec la tendance et tout, mais est-ce qu'ils arrivent à s'exporter sur les grands festivals? Non. Un exemple, l'un des plus grands festivals d'Afrique de l'Ouest quand même, quand on parle de musique et tout, de l'art de la scène, ça c'est le Massa, qui est le marché des arts et des spectacles d'Abidjan. Quand tu prends la programmation du festival Massa, il y a peu de jeunes artistes maliens qui sont produits sur la grande scène. C'est dû à quoi? La qualité, le professionnalisme? Il y a manque de formation. On n'a que 2 écoles, par exemple, on va parler côté école d'abord. On a 2 écoles on va dire d'art qui a de la section musique, l'Institut national des arts et le conservatoire. Quand tu prends les produits, parce que certes, comme Barou Diallo a dit, ils ont perdu cette beauté de la musique. Il y a trop de modernité. En fait, je vais juste prendre un exemple. C'est comme en cinéma, je dis tout le temps à des amis quand on cause, je dis, un truc d'évolution du numérique et digital, nous, on ne peut rien apprendre à l'Occident. C'est eux qui l'ont créé. La seule chose qu'on peut les apprendre ou qu'on peut leur faire intéresser, c'est ce qu'on a de plus naturel. C'est notre originalité, c'est notre culture. Et la musique en train en fait, ça a plus de... Comme Tonton Bara a dit, les voix sont arrangées au studio. Quand tu les écoutes en freestyle, c'est comme ça que vous appelez, et que quand tu les écoutes avec ce que tu écoutes sur ton TikTok et tout, c'est pas les mêmes voix. Moi, au jour d'aujourd'hui, il y a quelques années, j'étais l'une des passionnées des concerts de rap et tout. Je me voyais dans tous les concerts au Mali. Parce que c'était dans mes ambitions avec une start-up de faire du booking d'artistes et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, maintenant, moi, tu me verras, c'est rare de me voir à un concert de rap. Hier, moi-même, j'étais choquée. Parce qu'il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de musique. Un artiste avec une seule chanson sur TikTok, il fait le buzz, 1 million de vues et il est devenu star. Moi, en fait, de vues, je ne les reconnais même pas. La chanson, j'écoute en boucle sur TikTok, mais de vues, je ne le connais pas. Et sa carrière s'arrête
à cette seule chanson. Donc, en fait, il n'y a pas de créativité. Et tant qu'il n'y a pas de créativité, tu ne peux pas t'exporter. Et aussi, pour finir, comme Isabelle a dit, c'est très mal organisé. Nos artistes sont très mal organisés, très mal entourés, très mal encadrés. Je suis désolée. Moi, je suis tout le temps avec les artistes, mais je vous jure que je n'aimerais jamais gérer les artistes. Parce que comme je l'ai dit, je vais mourir de crise cardiaque. Par exemple, je prends un exemple parce que je suis là en tant qu'organisatrice d'événements. Nous, pendant le festival ACNA, je m'occupe des musiciens avec mon collègue Amat. Moi, chaque jour, je l'ai dit, je dis, Amat, quand Dieu t'a créé là, il t'a donné un cœur paisible. Toi, tu gères les artistes. Sinon, moi, je vais faire une crise. C'est tellement... Parce qu'ils ne sont pas professionnels. Tu leur donnes un rendez-vous à 14 h. Ils te disent, il vient à 16 h. Déjà, pour les avoir en balance, c'est un problème. Psychologiquement, il s'est mis en tête que c'est eux les stars. Ils dorment quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Souvent, tu as rendez-vous avec eux, ils doivent jouer à 21 h. Tu as pris l'argent des gens, le public est là. Tu as peur. Parce qu'ils peuvent dire qu'ils ne viennent pas à tout moment. Même les grands stars, comme les tontons Salif et tout, quand tu les programmes sur ton événement, parce que tu te dis, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils ne vont pas venir? Pourtant, ce n'est pas une question de cachet. Hein. Ils s'en foutent de basculer ton événement parce que c'est des stars. Moi, je pense qu'il doit être cadré. Il doit être formé, il doit être structuré. Aujourd'hui, l'industrie de la musique doit être professionnalisée. Ça doit être des industries musicales, en fait. On va donner la parole à M. Barou Diallo. Est-ce que vous rejoignez un peu Djenebou sur ces propos qu'elle vient de tenir? Le manque de professionnalisme dans le secteur. Oui, c'est vraiment une vérité. Je rejoins Djenebou dans ce qu'elle dit. Et vraiment, de côté des artistes, moi je suis artiste, on a beaucoup de chichis. On fatigue beaucoup les organisateurs du spectacle. Je vois Djenebou, quand ils font Adna, comment elle court de gauche à droite, des coups de filet, c'est l'artiste là. C'est pas facile. Bon, moi je pense que tout cela est dû au manque de professionnalisme. Par exemple, un artiste, il faut te faire valoriser par un manager, par exemple, ou un agent. Exactement. Les artistes, au lieu de prendre des professionnels, s'en vont prendre des frères, des fils, des mères, des pères. Ça barre carrément le carrière de l'artiste, car ils ne connaissent pas le milieu. Ils ne peuvent pas vendre ce produit parce qu'un manager est formé pour vendre un artiste parce que l'artiste est un produit, est une marchandise. Donc aujourd'hui, il y a le laisser aller chez les artistes. Je crois que c'est les artistes même qui ont créé cette situation. Comment? Tu vas dans d'autres pays, ce n'est pas la même chose. L'artiste n'intervient même pas dans sa programmation ou quoi que ce soit. Il n'y a pas le social. Chez nous, le social est monté est trop présent dans notre système. Alors que le social n'arrange pas notre système. C'est blanc ou c'est noir. Mais je ne sais pas comment il s'arrange à faire des situations comme ça. Et je vais dire aussi que il y a laisser tomber les bras de beaucoup de systèmes qui sont là, mais qui sont vraiment victimes de beaucoup de choses. Il faut essayer d'activer le système pour que tout le monde aille ensemble. On entend aussi souvent parler de corruption. On a à chacun d'aller de son côté et tout le monde veut avoir le vu. Le vu, je crois que c'est pas bien. Aujourd'hui, la musique est devenue carrément le vu, et les buzz, et ils s'en foutent de la qualité de ce qu'ils donnent. Monsieur Barou Diallo, il ne nous reste plus assez de temps. J'ai une question pour vous. On entend souvent parler de magouille et de corruption dans ce milieu. Est-ce que c'est vrai? De magouille, de corruption et d'autres choses dans ce milieu musical. Souvent, un enfant qui veut faire de la musique, ses parents sont réticents parce qu'ils disent que c'est un milieu qui n'est pas assez sain. Est-ce que c'est vrai? C'est maintenant qu'on commence à nous accepter. Nous, étant musiciens, on avait des problèmes même avec la société. Parce qu'ils pensaient qu'un musicien, c'est un drogué, un coureur de jupons ou un alcoolique. Donc, ce n'était pas facile d'être musicien. Et les parents, franchement, n'aimaient pas que leur enfant fasse de la musique. Moi, j'ai eu le même problème. Moi, je suis Diallo, je suis Peul. Donc, on a même cassé ma guitare.
Mais je me suis dit qu'avec la musique, je vais prouver au monde entier qu'on peut vivre de ce boulot. Alors, pour notre dernier tour de table, nous allons donner la parole à Youssouf Koné. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à la musique malienne pour son évolution, sa consommation et même son exportation? Je pense que peut-être le problème se situe au niveau de la structuration toujours, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes de... Et les organisations qui sont là pour soutenir les artistes et même le ministère de la Culture, est-ce que ce ministère a son rôle à jouer? Bien évidemment, avant d'arriver aux organisations, le premier acteur, c'est bien évidemment le ministère. Voilà, donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les moyens sont mis à disposition du ministère pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait, pas seulement pour la musique, mais pour toutes les autres formes d'art. Mais c'est effectivement le premier acteur, mais il n'y a pas que lui. Déjà, toujours pour parler du ministère, quand on regarde le cas des États-Unis, quand on te dit qu'aux États-Unis, le budget de la culture dépasse celui de l'armement, parfois c'est hallucinant. Ça montre à quel point la culture a une place très importante dans la société. Quand on réussit à influencer par la culture, voilà, on peut facilement évoluer. Aujourd'hui, il y a des Maliens qui mangent américain, qui s'habillent américain, on fait tout américain. Là, ce que j'ai voté, c'est américain pratiquement. Donc, ils ont réussi à influencer le monde parce qu'ils ont mis des moyens dans tout ce qui concerne leur culture. Tu vois, le budget d'Hollywood, par exemple, c'est ce que les Nigériens ont compris. Au niveau de Lagos, etc., avec leur musique, vous voyez, ils ont mis beaucoup de moyens. Quand on dépasse de 150 millions de dollars chaque année qui sont récoltés au niveau du Nigeria, au niveau des structures de téléphonie pour les artistes, ça c'est intéressant. Donc est-ce que ce n'est pas des voies à exploiter? Parce que si on met les artistes dans les conditions, on leur permet de créer aussi dans les conditions. Donc il y a vraiment ce travail-là à faire de structuration. Aujourd'hui, au niveau du bureau malien des droits d'auteur, il y a des artistes qui se plaignent du fait qu'ils ne reçoivent pas leurs droits. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne savent même pas qu'il y a des procédures. Beaucoup ne s'inscrivent même pas. Mais ils parlent de « j'ai pas mes droits, j'ai pas mes droits ». Voilà, donc il y a ce travail-là à faire. C'est important de rappeler qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas allés à l'école. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire d'abord. Il faut les approcher. C'est vrai que c'est à eux de partir vers l'information. Mais ce n'est pas toujours facile. Donc s'il y a moyen d'aller vers eux, pourquoi ne pas le faire? Il faut les rassembler, essayer de beaucoup discuter avec eux, les instruire surtout, parce que c'est important pour que plus ils connaissent leurs droits et plus ils s'engagent également dans l'évolution du domaine. Est-ce qu'un retour en arrière est envisageable aujourd'hui? Je pense que c'est obligé. Je pense qu'ils doivent retourner à l'originalité. Il y en a qui le font déjà. Entre parenthèses, aujourd'hui, j'ai écouté un jeune malien, Malaké, une chanson d'introduction où il parle de Bambana. Bambana autour du tout avec ses jeunes. Il dit que Bambana avec elle. J'ai kiffé en fait ça. Je pense que le concept, il faut qu'on retourne à l'originalité. En fait, le numérique et le digital n'est pas notre ennemi. Il faut juste savoir l'associer. Comme Seydou Badja a dit, il faut prendre ce qui est bon dans notre culture et ce qui est bien dans la modernité et mettre les deux ensemble. Je pense que les jeunes artistes peuvent retourner à l'originalité, à la créativité, tout en utilisant les outils modernes pour plus rester concret avec le monde actuel et pouvoir s'exporter et vendre. 2 mots, professionnalisme, formation. Moi, j'insiste beaucoup sur ça. On a besoin de formation, on a besoin de se professionnaliser. Sinon, on a des jeunes talents. On est pratiquement à la fin de l'émission, Monsieur Barou Diallo. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des artistes maliens? En 1 minute, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des artistes maliens? Vous avez 1 minute, c'est pratiquement la fin de l'émission. En 1 minute, oui. Je crois que l'autre, il a parlé de droit et tout. Je pense que si on continue à faire la musique assistée par l'ordinateur, comment est-ce qu'on peut payer les artistes au niveau des droits d'auteur? Parce que le droit voisin est là, on a plus de 500 millions qui sont là, qui ne peuvent même pas être partagés. Donc si l'artiste joue dans un album, il peut avoir un droit voisin. Mais si c'est l'ordinateur qui le fait, où va le monde? Merci beaucoup, Monsieur Barou Diallo.
Oui, c'est la fin de l'émission. Le thème d'aujourd'hui, c'était « Quel avenir pour les musiques du terroir au Mali ?» Nos invités étaient Barou Diallo, il est musicien, il était avec nous au téléphone. Youssouf Kone est journaliste culturel. Jenebou Sidibé est organisatrice d'événements culturels. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission qui a été réalisée par Imirana Kilou Maïga. À la technique, il y avait Adjaratou Traoré et Mamadi Keïta. Merci et à demain.